Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Certains pays ont été littéralement rasés, à un point où il ne restait plus pierre sur pierre, comme le Japon et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. L'ex-URSS n'était pas mieux lotie. En plus de la dévastation de ses territoires, elle avait déploré 20 millions de morts en moins de 4 ans. Mais ces pays ont pu se relever, se reconstruire, devenir des nations prospères, des puissances mondiales, même si l'URSS a dû procéder à son propre démantèlement parce qu'on n'intègre pas des nations entières contre la volonté de leurs peuples respectifs. Cela n'a pas été le cas d'autres nations, voire même d'autres civilisations qui ont illuminé le monde, pourtant, comme celle de Rome, du califat islamique et d'autres encore. Aucune nation, aucune civilisation ne peut traverser les âges si elle n'est fondée sur des socles de grandes valeurs, de grands principes, de la justice, du droit, de l'union sacrée. Des nations qui ont pu insuffler dans l'esprit des lois le sens de la dignité, de la justice, du ralliement de tous face à l'adversité d'où qu'elle vienne, mais aussi et surtout à donner à l'homme, aux citoyens, voire même aux sujets, le sentiment prégnant de son importance et de son utilité au sein de la nation. La fierté, très loin d'être usurpée, qu'il est une brique dans le mur de la cohésion collective. Lorsque ces grands principes ont été dévoyés, avant de se désintégrer du fait de dictateurs aveuglés par l'ivresse des sommets, alors s'est vite installé le chacun pour soi, où plus rien ne compte plus que la force brutale. Ces grandes nations, ces civilisations parfois millénaires, se sont effondrées en très peu de temps, comme si elles n'avaient jamais existé. Le vent des jours les a emportés pour ne laisser de leur rayonnement que des ruines, des vestiges amers d'un âge désormais révolu. Cela a aussi été le cas, en des temps plus proches de nous, de tous les systèmes totalitaires, mafiocrates, médiocrates invétérés, du fait même de leur alchimie mortifère, qui ne pouvait reposer que sur l'usage de la répression, du mensonge et de la corruption. Tous ont été balayés et nombreux parmi eux ont entraîné dans leur chute les nations qu'ils avaient enchaînées. Ceux qui sont encore à la tête de leur malheureux peuple s'en iront aussi par les méandres de l'histoire, sauf, bien évidemment, pour les pays dont les peuples se dresseront contre les despotes avant qu'il ne soit trop tard pour sauver et reconstruire leur nation mortifiée avant qu'il ne soit trop tard. Seuls résistent à l'adversité et à tous les malheurs, tous les périls, toutes les catastrophes, les nations fondées sur l'homme, sur l'esprit consacré des lois, sur le principe des sociétés justes et solidaires, sur des valeurs inaliénables, indéfectibles, inaltérables. C'est cela, le secret des nations pérennes.
Seul un peuple uni peut chasser ces despotes. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, et pour en parler, et parler aussi d'autres sujets du jour, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi, sur le plateau, Ali Aïdjoudi, président de Riposte International, militant et observateur politique. Ali Aïdjoudi, merci d'être des nôtres. Merci Sidi Jamel, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Et depuis Bruxelles, en visio, Maître Saleh Debbouze, avocat, défenseur des droits de l'homme. Merci, Maître Saleh Debbouze, d'être avec nous. Bonsoir, Sidi Jamel, bonsoir, c'est Ali, bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Bonsoir Saleh. Merci, merci. Alors, Ali Aïdjoudi, avant de revenir sur ces sujets, sur cette déperdition des valeurs en Algérie d'une façon absolument exponentielle, sur cet effondrement de nos vertus, nous allons commencer par parler de cette tragédie qui vous intéresse. Vous m'avez dit que vous souhaitez en parler, de cette tragédie de la fille Esma, du côté de Chlef, qui a été assassinée par son père. J'aimerais vous entendre l'un et l'autre, vous et Maître Debbouze, nous dire ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, donc c'est un drame, donc c'est un féminicide, mais aussi un infanticide. Une fille de 15 ans qui a été assassinée, mais il faut raconter plutôt son marasme, l'enfer qu'elle a subi par ce monstre qui s'appelle son papa. Mais aussi une société en dislocation. On est en perte de nos valeurs. L'école qui est défaillante, qui ne joue plus son rôle. Une société irresponsable. Moi, j'accuse d'abord la société. Parce que avant que le père passe à l'action, d'abord parce qu'elle a senti l'impunité. La pauvre fille, elle a tout fait pour s'attacher à la vie. Il a tout fait. Elle a tapé sur toutes les portes. La porte d'abord de la gendarmerie, de la police. Mais est-ce que l'assassin, c'est uniquement le père? Moi, j'accuse la gendarmerie qui n'a pas levé le petit doigt, qui a demandé à la fille de rejoindre la maison. J'accuse la police qui n'a pas joué son rôle pour protéger cette fille. J'accuse l'école qui était au courant de tout ce que Esma subissait sans faire un signal aux autorités, aux procureurs de la République, mais aussi la famille, les proches, les voisins, parce que la société elle-même est responsable de ce crime. Le papa, le bourreau, n'est que l'exécutant. Mais c'est tous ces gens que je viens de citer qui sont complices. Et ce qui me fait très mal, c'est que cette pauvre fille a tout fait pour s'accrocher à la vie, pour rester vivante, pour ne pas tomber justement dans les griffes de ce monstre. Moi, ce qui me dégoûte aussi, c'est les réactions sur Facebook. Au lieu de condamner ceux qui doivent être condamnés, eh ben, les gens ont condamné la maman. C'est vrai que la maman elle a une part de responsabilité. Elle était terrorisée. Mais une maman qui est mise dans un second rôle, second citoyen, deuxième collège par le code de la famille, qui peut être chassé de la maison et tout simplement pour une simple décision du monsieur, eh bien la pauvre maman, c'est vrai qu'il pouvait faire plus, mais il a cru, comme toutes les fois, il la tabasse, et il la corrige, et puis il sort, mais il ne s'attendait pas qu'il va passer à l'action. Mais que les familles sachent, que les femmes, que les enfants, la mort arrive par la première gifle, la première violence exercée par un papa. Il faut le stopper, il faut l'arrêter, parce qu'une fois le processus est enclenché, eh ben, ça le comble, c'est que tout le monde était au courant. Le village où il habitait, à côté de Chlef, la police, la gendarmerie, les voisins, toute la ville, l'école, comme vous dites, mais au point où les gendarmes, quand c'est elle qui le dit, lui ont dit non, c'est des histoires familiales, on se mêle pas. Je vais vous dire aussi, c'est l'État qui est responsable.
Parce que c'est bon de cibler la gendarmerie, la police, l'école, mais est-ce que l'État a créé des mécanismes de protection de l'enfance? Est-ce que l'État a créé des mécanismes, c'est-à-dire dès qu'il y a une violence, il y a une alerte, il y a un processus qui se déclenche, donc protéger, mettre à l'abri du danger la fille dans un asile, ou plutôt pas un asile, dans un refuge de protection, surtout une décision d'éloignement de ce monstre. Ce monstre était déjà repris de justice, il a déjà été emprisonné parce qu'il a violenté quelqu'un. Eh bien, on n'a rien fait. Donc, c'est pas seulement la police, la gendarmerie, l'école, mais c'est l'État qui est responsable. C'est la société aussi, tout oui, entière. la société, mais l'État est responsable parce que nos parlements, au lieu de faire un travail dans le sens de la protection des citoyens, de l'enfance, ils font des propositions pour la déchéance de nationalité et créer des articles de 87 bis pour jeter des familles, des hommes d'honneur dans des prisons. Salah Dabbouz, sur le même sujet. C'est vraiment triste. C'est très triste et c'est insupportable d'entendre des histoires pareilles. Une fille dans la fleur de l'âge, une adolescente, tuée par son père et l'État qui refuse de prendre ses responsabilités pour protéger d'abord et avant tout les citoyens. Et comme vient de dire Ali, c'est la responsabilité d'abord et avant tout de l'État. Oui, la société est responsable, mais la société est devenue ce qu'elle est devenue par la faute de l'État. La société n'était pas comme ça en 62. Il y avait beaucoup de valeurs. En 62, moi, je n'étais pas encore né, je suis né en 63. Mais en 68, 69, moi, j'étais très jeune et je voyais encore quand je suis allé à l'école à l'âge de 6 ans, je voyais des profs propres, avec une cravate, avec poli, un directeur vraiment qui incarnait le rôle de directeur et on allait à l'école, c'était sacré l'école, c'était vraiment sacré. Et on apprenait des valeurs à l'école. Même dans les années 70, quand la réforme a commencé à détruire, il y avait encore on n'enseigne plus la philosophie maintenant à l'école. Aujourd'hui, en Algérie, la violence est liée, j'allais dire intimement liée à la valeur, entre guillemets, de l'honneur. On considère quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui sait défendre son honneur. Ça n'a rien à voir. L'honneur, ce n'est pas ça. L'honneur, c'est d'abord de se respecter soi-même et ensuite de respecter son environnement. Ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est chaotique, c'est catastrophique. C'est suicidaire, c'est un suicide. L'État et la société sont en train de se suicider sans qu'ils se rendent compte. Ils sont plutôt en train de suicider la nation, la société algérienne. Se suicider non, mais ils sont en train de se suicider sans se rendre compte. Ils pensent qu'ils sont en train de faire de bonnes choses alors qu'ils sont en train de se tuer par la faute du régime politique, bien sûr. Les gens, il y a certains amis qui m'écrivent et qui me disent « tu ne rates jamais une occasion pour critiquer le régime ». Et moi, je leur réponds pourquoi vous taisez? Parce que ce que fait le régime politique, ce que font les autorités algériennes, c'est scandaleux. Déchoir des gens de leur nationalité, mettre en prison quelqu'un parce qu'il a posté un post Facebook, aller le chercher à Adrar ou à Timimoun ou à Tinzawatin pour le mettre en prison et refuser de protéger une adolescente de 15 ans qui est allée se plaindre partout, elle a frappé dans toutes les portes pour dire que j'étouffe, je ne peux pas vivre. Non, rentre chez toi, c'est pas une affaire d'État, voilà, c'est une affaire familiale. Donc ces gendarmes et ces policiers
ils sont là au service des autorités, pas au service du peuple. Maître Salah Dabouz, La société. je vais vous dire mon sentiment. J'ai peut-être certainement choqué beaucoup de monde. Je m'en excuse par avance, mais je dis ce que je pense parce que moi, j'ai connu une autre période. Moi, je suis né en 51. J'avais 12 ans à l'indépendance, une douzaine d'années. C'était une toute autre société. C'était aussi le despotisme hein, de Ben Bella, de Boumediene. Personne ne branchait. Mais je me rappelle d'un temps. Je vais vous donner un exemple. D'abord, c'est vrai que c'était dur. Personne ne pouvait même prononcer le nom de Karim Belkacem, de Khaïdar. On ne pouvait même pas prononcer ce nom. Même en famille, les gens le chuchotaient. Mais il y avait le sens de l'État. Personne ne pouvait oser aller dans de tels... Il y avait... Par exemple, les bars, il y avait plein de bars. Mais il y avait aussi une loi qui s'appelait la loi sur l'ivresse publique et manifeste. Vous avez le droit de boire dans des bars propres, mais si jamais vous êtes dans la rue en train de naviguer de gauche à droite, vous êtes arrêté et mis dans une cellule de dégrisement. Et vous payez une forte amende. Vous avez le droit de boire, mais respectez la société. À l'époque où nous étions au lycée, après au lycée, nous avions, c'était la mode des mini-jupes. La plupart des filles étaient en mini-jupe. Les seuls qui portaient le voile traditionnel, le mlaya ou le haïk ou le maramma, etc., c'était les femmes qui ne travaillaient pas. Mais toutes les autres qui travaillaient, qui allaient au lycée, qui enseignaient, elles étaient civilisées. Mais il n'y avait pas un seul qui pouvait oser lui dire « Starri rohak ». À Batna, nous avions 2 ou 3 mosquées. Je n'ai jamais vu plus de 2 rangées de fidèles en train de prier. Je n'ai jamais vu un jeune faire la prière. Pourtant, ceux qui faisaient la prière à l'époque, c'était pour nous comme des saints. On les respectait. C'était de véritables gens qui croyaient. Les imams ou les hajjaj, c'était des anges. Aujourd'hui, le nombre de mosquées est multiplié par 100. 100. Moi, je par 10, par 100. On a vu la victime de ce crime sordide. Elle était voilée. Sa mère était voilée. Je présume que le papa aussi était un adepte de salat. Et les voisins, tous qui marament, se bousculent dans les mosquées. Mais personne n'a osé lever le petit doigt pour venir au secours de cette malheureuse, de cette petite fille qui a été tellement violentée, qui a crié au point où elle est allée à la police, à la gendarmerie, chez les voisins. Mais elle est restée seule. Et dans une société qui est en train de se liquéfier. Excusez-moi, je suis un peu dur, mais je dis les choses comme elles sont. Et je vais en finir ici pour vous laisser vous exprimer. C'est une société qui donne tous les signes d'une septicémie sociale. C'est une société qui donne tous les signes de l'hypocrisie, de la hugra, de tout ce qu'on veut, au point où nos enfants se jettent dans la mer, ils savent qu'ils peuvent mourir pour partir. Et je vais en finir avec cette dernière phrase. Pourtant, lorsqu'il y a eu le Hirak, la harga s'est arrêtée. Le kashiyat ont fortement diminué. L'insécurité dans les rues, et la solidarité sociale est devenue absolument merveilleuse en faveur de tous les Bahgorines. Et là, voilà, le Hirak al-Moubarak qui a été récupéré par les jeunes, par le régime, et nos jeunes qui sont dans les prisons pour avoir dit le millième de ce que nous aurions le droit de dire. Même Sulem Ajilloul, dont nous allons parler d'ailleurs, parce qu'il a dit quelque chose de vrai, de juste, de posé, de pondéré sur ce Raj Bilet. Il a été enlevé, séquestré, et on ne sait même plus ce qu'il devient aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Ali, d'abord. D'abord, merci. Je vais rebondir sur justement le côté religieux. Il faut reconnaître que l'endoctrinement de la société par une surdose de religiosité. Nous avons vu... De religiosité. Vous faites bien de le préciser. Absolument. Donc,
on a vu la fille, pratiquement, ils lui ont mis un tchador. C'est un tchador, c'est même pas un hijab. Là, c'est la maman, je crois, plutôt. Non, c'est la Ah fille, bon? je parle de Esma, mais bien sûr. Et quand on voit que, quotidiennement, on ne dit rien quand on dit استروحك. Quand on dit il a راجل ما تخليش مرتك تروح للبحر. Si tu es un homme, ne laisse pas ta femme aller au bord de la mer à la plage. Et quand régulièrement des fatwas sur les réseaux, dans les mosquées, même sur les chaînes de télévision, qui déconseillent la mixité, d'éloigner la fille du garçon, sinon c'est une bombe. Donc on crée une méfiance. Et quand on tolère un mariage le même jour d'un homme avec deux femmes, et ça passe à la télévision, et l'État ne lève pas le petit doigt. Toutes ces fatwas, ces voyous, je pèse mes mots, ces voyous, petits barbus, idiots, exclus de l'école, qui chaque jour, ils insultent les fêtes de la fin de l'année, ils insultent Yennayer, ils insultent les plages, ils insultent les femmes non voilées. Et quand ils menacent, ils avertissent, attention, tu n'as pas le droit de prendre ta fille dont tu es prêt de l'embrasser. Il y a le shaitan. Même ta maman, tu ne peux pas l'embrasser. Il y a le shaitan. Donc quand on voit cette société qui est en train de se décomposer, nos valeurs disparaître, on est en train de vivre ce que les Quraysh de Jahiliya ont vécu. Nous le vivons en 2026. Au moment où Ben Salama, le roi de l'Arabie Saoudite, est en train de faire un nettoyage pour tous les wahhabistes, aujourd'hui, nous, on plonge dans le wahhabisme et le résultat, c'est une société qui est massacrée, qui a perdu ses valeurs et maintenant, c'est des papas qui assassinent leur progéniture. Et si au moins c'était, vous avez bien fait de dire la religiosité, si au moins c'était de la foi, si au moins c'était une croyance, des gens qui croyaient, qui étaient bons, qui ne se mêlaient pas de la vie des autres, qui étaient indulgents, qui étaient bienveillants, quel voisinage, quelle propreté dans nos quartiers, quel travail bien fait, ما كانش l'escroquerie, ما كانش الكذب بالتفصيل, ما كان les imams qui reçoivent de discours من عند النظام qui te parle سيدنا نوح, سيدنا comment il s'appelle, Youb, في كرش الحوتة, et il ne te parle pas de la saleté qui a envahi nos villes, des mensonges de Tebboune, des mensonges de l'autre, qui fait ce mot le frac avec. Et je passe sur. Nous allons donner la parole à Salah Dabouz. Salah Dabouz, cette septicémie. On ne l'entend pas, maître. On ne vous entend pas. Voilà, très bien. C'est bien. Donc, d'abord, ce n'est pas Sidna Youb qui t'a fait Kersh al-Hut, c'est Sidna Younes. Jonas, oui, Jonas dans le ventre de la balle. On est en train de faire un stage pour devenir imam bientôt. Voilà. Non, mais c'est pour dire qu'on connaît quand même les principes de la religion. C'est pas. Si Jamal, il a eu un lapsus, peut-être, c'est juste. Il a confondu Mabin Sabr ta Youb ou. Youb sur son tas de fumée, Oui, allez-y. On n'est pas ignorant, on fait la religion. Qui marana, on a des principes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses qui ont changé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui par rapport à la religion. D'abord, le fait de lier systématiquement les valeurs morales à la religion, comme si les gens qui sont religieux, ils ont la morale, et ceux qui ne sont pas pratiquants, on va le dire comme ça, ou qui ne sont pas religieux, qui sont athées, ils ne peuvent pas avoir la morale. Ça, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. Le deuxième phénomène, c'est quand on a manipulé la religion pour en faire une idéologie. Et donc, tenir la société par la religion et par la peur. Parce que maintenant, le message des religieux, c'est de faire peur aux gens. Que ce soit... C'est-à-dire, si tu n'es pas religieux, tu risques d'être tué, tu risques d'être torturé. Nous en avons un exemple. Je donne un exemple des très grands hommes religieux
que j'ai rencontré, il n'est pas connu, il est de ma ville natale de Barienne, un certain Haj Omar Boussaddiq, qui était Mouadhin à Barienne pendant 30 ans. Vraiment un homme pieux, يعني كي تشوفوا فيه وتشوفوا النور. En 90, quand il y a eu la violence à Barienne par rapport aux élections, il y a eu un mouvement, les gens commençaient à faire de la politique, tout le monde posait des questions politiques, il y avait des débats contradictoires, etc. Un groupe de jeunes est allé voir Haj Omar Abou Siddiq, Allah yarhamou, pour lui poser la question qui a raison, qui a tort par rapport aux élections qui se sont passées à Barienne. Et puis il y a eu toute la mascarade qu'il y a eu après la violence, etc. Vous savez ce qu'il a répondu? Le reste, je ne comprends pas ces choses et Oui, oui. C'est de l'élégance. Alors qu'aujourd'hui, vous prenez des gens qui ne comprennent rien à la politique et qui émettent des thèses comme ça de n'importe quoi pour faire peur aux gens et pour les endoctriner, pour les guider, pour les orienter. Donc, moi, je rejoins. À l'époque de Boumediene et de Ben Bella, c'est vrai que Boumediene et Ben Bella étaient des dictateurs, mais il y avait encore un capital très, très important dans la société qui était là et que Boumediene et Ben Bella commençaient à casser doucement, que ce soit sur le plan politique, intellectuel et même social. Des gens étaient encore disciplinés et réfléchissaient. Est-ce que quelqu'un peut maintenant dire ce que disait maintenant Katib Yassine ou Malik Ben Nabi, par exemple, à leur époque, dans les années 60? Moi, Katib Yassine, je l'ai croisé 2 fois à Bab Zouar. C'est des gens qui réfléchissent. Il y a beaucoup de philosophie dans ce qu'ils disent. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais c'est des philosophes. Maintenant, non. Vous n'avez même pas le droit en tant que jeune, petit adolescent avec un portable d'écrire une petite phrase qui peut signifier quelque chose, exprimer votre douleur, même si vous le faites maladroitement, vous exprimez une douleur, vous êtes en prison. Donc, c'est ça qui est en train de tuer la société. Et je le dis, je l'ai dit plusieurs fois et je le redis, j'ai bien peur que l'État va éclater et que la société va éclater. Et en ce moment-là, نندموا ونحوسوا على le moment هذا وين نقدروا on peut exploiter le peu de potentiel qu'on a pour redresser un peu la situation et ça sera très très difficile. Alors, avant d'aller le sujet, un autre sujet qui est vraiment, vraiment très grave, tout aussi grave, j'allais dire, que celui de Asma. D'abord, 1 minute chacun, juste 1 minute chacun pour passer à ce sujet. Comment faire pour faire ramener le Hirak, qui nous a montré que c'était vraiment une énergie salvatrice, capable de libérer le pays de ses despotes et capable surtout de redresser cette société, de la mettre sur la voie de la vraie pudeur, du vrai civisme, du vrai patriotisme, de la vraie solidarité entre les gens, de la gentillesse, de la propreté. Comment faire? Mais vraiment très vite, avant de passer aux autres sujets. C'est moi. Oui. D'abord, juste dire que le Hirak est une frontière entre nous, en tant que peuple, et le pouvoir. Le peuple a souhaité une transition, aller vers un autre régime, une autre nature de gouvernance. Donc il suffit que ce pouvoir parte, cède, il suffit qu'il y ait une période de transition pour que justement ce massacre s'arrête. Tout le monde sait que l'école est défaillante, tout le monde sait que la justice est défaillante, tout le monde sait que toutes les institutions de l'État sont défaillantes. Donc le remède il est dans le départ et de ce pouvoir. Mais il ne partira pas. Oui, mais dans une transition. Et la seule solution,
Je l'ai toujours dit parce qu'au début, j'ai essayé peut-être, parce que je ne suis pas crédible de le faire à partir de l'étranger, mais seul un soulèvement peut faire partir ce régime totalitaire. Un soulèvement violent. pacifique. Absolument. Un soulèvement, il peut être pacifique, bien sûr. On ne souhaite pas une confrontation ni une fusion de sang. On a tout le temps appelé pour une lutte pacifique. Absolument. Salah Dabouz, sur cette question. Moi, je vous dis, c'est très simple. Octobre 88, personne ne l'avait programmé. Le Hirak en 2019, personne ne l'avait programmé. C'est venu spontanément. La prochaine explosion sociale va venir spontanément le jour où le peuple en aura marre. Il va exploser. Je souhaite que ça va se passer dans l'intérêt du pays et de la société parce que personne ne peut savoir ce qui va se passer. Je sais que ce régime fait beaucoup de mal à la société et je sais que la société peut patienter, mais pas éternellement. Et il viendra le jour où elle va s'exprimer, mais je ne peux pas deviner comment et personne ne peut programmer ça, à mon avis. Très bien. Alors, sujet qui va vous intéresser tous les deux. Vous êtes juriste, vous êtes défenseur de droits de l'homme. Maître Salah Dabouz est avocat. Il a été président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui a été dissoute. C'est dire, hein. L'affaire Slama Jelloul. Et dire, Slama Jelloul. Ils n'ont pas volé au secours de Asma, mais ils ont mis en prison Slama Jelloul pour avoir parlé. Et ils disent s'il a parlé, et maintenant ils le disent, hein, leurs journaux et leurs relais, ils disent parce qu'il est d'origine marocaine. Donc voilà, c'est l'explication. Bien sûr, bien que Ben Bella est d'origine marocaine, Oui, bien que Bouteflika est né au Maroc, bien que Ben Salah il a été naturalisé en Algérie, c'est un Marocain, mais ce n'est pas pour une raison. Pourquoi une catégorie de Marocains nous gouverne et une catégorie, on doit la jeter en prison? Jelloul est un citoyen algérien, un. Deuxièmement, et même si c'est un citoyen marocain, je le respecterai parce qu'il n'a pas tenu des propos défaillants, mais au contraire, il a remis les pendules à l'heure, il a expliqué ce projet de Rajbilet est un projet et que les calculs qui nous ont été donnés avec les mensonges des journalistes, projet du siècle, des fake news, de nos pauvres malheureux journalistes vendus à l'État, parce que je respecte les journalistes algériens qui résistent, qui luttent, qui n'acceptent pas cette médiocrité, mais qui disent que finalement, Rajbilet, c'est le géant. Guinness Book of Records, bien sûr. Miracle, prodige, bien sûr. Historique, et je passe. Et finalement, ce n'est que de l'intelligence artificielle. La presse américaine n'a jamais abordé ce sujet. Ils l'ont abordé en 2012 dans un petit paragraphe, mais jamais. Mais tu trouves tout un État, toutes des institutions, d'abord qui prouvent qu'ils ne sont pas crédibles, qu'ils ne sont pas légitimes, qui rapportent, qui relaient justement cette fausse information. Et au lieu de jeter toute cette armada de faux journalistes, de médiocres, de personnes qui ont menti à leur peuple, non, ils ont jeté Jelloul, l'unique personne dans toute cette armada de personnes, de journalistes, de soi-disant spécialistes, et ils les ont laissés tranquilles. Ils ont jeté Jelloul. Ils l'ont pas pris jeté en prison, ils l'ont kidnappé. Oui. Comme ils ont l'habitude de faire avec Fethi Gharras, avec Kamira, avec Karim Tabou. Ils l'ont fait avec beaucoup d'autres camarades et d'autres militants. Eh bien, Jelloul mérite le respect. Et c'est une honte à l'État algérien de jeter en prison l'unique homme à l'intérieur du pays qui a osé dire la vérité. Mes respects à M. Jelloul. Très bien. Mais nous allons revenir justement sur le projet de Rajbilet. D'abord qui prend la parole. Oui. Salah Dabouz sur cet enlèvement, cette disparition forcée de M. Slama Jelloul et sa séquestration pendant plusieurs jours. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. On dit qu'il serait à Babjdeh d'entre les mains des gendarmes.
mais ce n'est pas un terroriste, puisque la garde à vue, vous allez nous dire de quel maximum elle peut être, y compris pour ce qui est des cas de terrorisme. Il semble même qu'il n'a pas été présenté parce qu'il aurait subi de mauvais traitements et qu'il porte la trace de coups. C'est ce qu'on, je vous vends ce qu'on m'a vendu. Il n'y a rien qui le confirme, mais c'est ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Et à défaut d'avoir une information crédible, les gens ont le droit de spéculer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maître Salah Dabouz. Alors, d'abord, si Raj Bilat était vraiment un projet porteur sur le plan économique, Jelloul n'aurait jamais été mis en prison. Parce que la réponse serait sur le terrain, aurait été sur le terrain. Moi, j'ai écrit sur mon compte Facebook, il y a 2 jours, un jour ou 2 jours, en Algérie, la Constitution se réduit à des actes froids et techniques, alors que Garage Bilet se transforme en hôtel AU politique où l'on sacrifie la raison au profit du pouvoir. C'est-à-dire, Garage Bilet, ce n'est pas technique. Jelloul parlait de la technique, mais la Constitution, un document juridique et purement politique, est devenue technique. C'est la folie des autorités qui dirigent le pays. Aujourd'hui, Tebboune, quand il dit on va aller au BRICS, ou je ne sais même pas comment que ça s'appelle, il donne 1 milliard et 500 millions de dollars à la banque de ce regroupement. Il ne faut pas le critiquer. Il peut être giflé par le ministre des Affaires étrangères russe pour dire qu'il n'a pas de ce pays, on n'accepte pas les pays qui n'ont pas de crédibilité, de valeur. Mais il ne faut pas critiquer cette démarche. Et d'essayer d'ouvrir Raj Bilet parce que Boumediene, il a dit quelque chose sur Raj Bilet. Donc, Tebboune, il veut se présenter au peuple comme celui qui réalise les rêves de Boumediene. Si vous venez lui dire sur le plan technique que ce n'est pas facile à faire, هروح دير البراج فير مالك حب tu veux تحب تفرح بومدين روح دير البراج فير ماشي تحرق الشجر. C'est tout à fait le contraire. Oui. C'est-à-dire, au moins à l'époque de Boumediene, les jeunes du service national ont essayé de faire le barrage vert. C'était l'un des plus grands projets, malgré que c'était un dictateur, etc. Mais il y avait quelque chose de concret par rapport à ce barrage vert, par exemple. Mais à l'époque de Tebboune, ce qui restait comme forêt, pas le barrage vert, il est massacré, mais ce qui restait comme forêt naturelle, les oliviers de la Kabylie, etc., ont été massacrés. Et nous avons de doutes sérieux que c'est fait par les autorités. Alors, donc, dans ce contexte-là, c'est du faux et ils veulent créer l'illusion. Ils pensent que si on donne l'illusion au peuple qu'on est en train de faire quelque chose, le peuple va croire à ça, il va avoir le moral et il va démarrer. C'est faux. Et sur les conditions de l'enlèvement et de la séquestration et de cette... De Jelloul. Oui, c'est pas normal de garder quelqu'un pendant... Est-ce que c'est prévu par la loi de pouvoir garder quelqu'un plus de... Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la garde à vue? Vous savez, en Algérie, on se fie pas aux faits, parce que pour la garde à vue, il faut se référer aux faits. Si les faits constituent... Ça dépend de la gravité des faits. La garde à vue peut aller de 48 heures jusqu'à 12 jours ou plus, renouvelable, mais selon la gravité des faits. Mais en Algérie, il faut. Alors, mais dire la gravité des faits, dire la gravité des accusations. C'est-à-dire, vous écrivez un post Facebook, mais dans l'accusation, on vous accuse de faits qui peuvent vous mener à la peine de mort. On vous accuse d'accusations qui n'ont qui se basent sur aucun fait réel,
mais qui peuvent vous emmener à Par exemple, la l'atteinte peine à de mort. l'unité nationale, terrorisme. Bon, c'est très vague, mais ça constitue des accusations graves qui peuvent être condamnées par une peine de mort ou par la prison à vie ou par 20 ans de prison. On ne se réfère pas aux faits, on se réfère aux accusations et c'est même pas les magistrats qui qualifient les faits, qui leur donnent une qualification, ce sont des policiers. Et moi, je vous dis par mon expérience, il va revoir les PV de la police pour requalifier. Mais il se retrouve à lui-même en prison. C'est maintenant la police. Il n'y a personne pour réagir. Par exemple, lorsque Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire a violé la présomption d'innocence dans un discours à la nation, lorsqu'il a accusé Sansal de ne pas avoir de père, d'être un lasgda, alors que son dossier était en instruction. C'est un viol manifeste de la présomption d'innocence. Il n'y a personne qui peut réagir, qui peut interpeller, qui peut... nulle part, ni dans la justice, ni dans les institutions. Vous ne pouvez pas réagir en Algérie. Quand on dit que le problème, c'est un problème de régime politique, en Algérie, vous avez le chef de l'État, moi je ne veux pas l'appeler président, hein, le chef de l'État, par fait accompli, il est là, qui a les prérogatives de nommer tous les magistrats et de mettre fin à leurs fonctions. Mais la Cour constitutionnelle, le dernier tribunal. Quel est le magistrat qui peut être nommé par Tebboune ou quel magistrat Tebboune peut choisir qui peut lui dire non demain? Un magistrat en Algérie n'est choisi qu'après une enquête d'habilitation, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, les services, pour dire que ce magistrat, on peut le contrôler. Il ne peut pas bouger parce qu'il est entre nos mains. Et si jamais moi, je connais quelqu'un, un magistrat, un ex-magistrat, dans les années 80, début des années 90, fin des années 80, quand ils avaient installé les tribunaux spéciaux. Alors, il venait d'être nommé dans un tribunal comme ça. Il a dit au responsable qui l'a informé, il lui a dit, tu veux que moi je mette une cagoule pour rendre une décision de justice? Je ne peux pas faire ça. Il était menacé. Il a dû fuir le pays parce qu'il a refusé de ne pas respecter la déontologie. Ce n'est pas la loi. Il m'a raconté ça. Il m'a dit, dans la déontologie, on ne peut pas rendre un jugement avec un visage caché. Je ne peux pas me cacher le visage pour rendre un jugement. Je m'excuse, je suis obligé de vous interrompre parce que le temps nous est compté. Alors, Ali Aïdjoudi, l'affaire Rajbilet, qui a fait beaucoup de bruit. Gilles Slema semble être le seul à en avoir parlé. D'abord, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi Tebboune ne l'a pas inauguré comme c'était prévu depuis longtemps? Rajbilet, le projet du siècle, Tebboune va... C'est pas la ligne de chemin de fer, c'est pas la ligne ferroviaire minière. Il devait inaugurer le projet Rajbilet. Finalement, ils ont été deux à inaugurer le chemin de fer. Le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur a inauguré à Béchar, je crois, à Tindouf, et Tebboune a inauguré la même ligne Mais pourquoi Rajbilet n'a pas été comme prévu? Pourquoi ils nous ont inventé cette histoire de tempête? Oui. J'ai suivi plusieurs émissions, donc j'échange avec beaucoup d'amis. Finalement, toute cette tempête, finalement, tout ça pour ça, l'État s'est engagé. L'État a donné sa parole que Rajbilet va être inauguré. Mais finalement, il n'a pas été inauguré. Mais ils n'ont jamais expliqué pourquoi ça n'a pas été inauguré. Et pourquoi? Tout simplement parce que la première raison, c'est que les deux projets, d'abord, il y a deux projets, un à Béchar et l'autre. Ça, c'est des projets industriels. Bien sûr, ils n'ont pas été livrés.
C'est-à-dire il y a encore des mois et des mois de travail pour que le projet soit prêt pour l'inauguration. Attendez, pour qu'on comprenne. Oui. D'abord, il y a la mine. Oui. La mine de Rajbilen. Oui. Là, il n'y a pas de problème, Oui. c'est en fonctionnement. Après, il y a deux projets, vous me dites. C'est projet primaire Le premier, alors, de traitement et le projet... traitement primaire. Oui. Et le deuxième, il est géré par une société italienne qui s'appelle... Non, Turc plutôt. Turc. Italienne. Turc. Le fils de Tebboune a la main mise sur cette société. Il est pratiquement actionnaire. On ne sait pas, mais il paraît que c'est lui qui l'a introduit. Ben oui, actionnaire, donc on ne peut pas... On ne connaît pas les... On ne peut rien prouver en termes administratifs avec l'État algérien. Oui. Mais c'est le fils de Tebboune qui a la main mise sur cette société. Et cette société, d'abord, c'est une société privée. Et l'État a subventionné, justement, la gravité, c'est là, c'était un détournement d'argent, détournement de fonds publics de l'État, de fonds publics vers une société privée. 70% d'argent de capital, donc c'est une subvention de l'État. Ce qui reste pour la société turque, c'est 30%. Donc il y a une grande manipulation et ça joue sur la crédibilité de l'État. Et sur le plan international, il va y avoir des retombées. C'est déjà fait. Trump a dénoncé et a traité cette pratique de concurrence déloyale. Déloyale, absolument. Et il a surtaxé le fer algérien, il ne peut plus rentrer aux États-Unis. Ben oui. Et si Trump déjà s'exprime, c'est déjà une façon d'ouvrir... C'est un scandale. C'est ouvrir un dossier. Et l'ouverture d'un dossier par Trump, et ça sous-entend que... Oui, mais pourquoi il n'a pas inauguré les deux projets industriels? Il y a un projet premier, c'est les Abchar, c'est ça? Oui. Primaire. Traitement primaire. Oui. Il y a un projet industriel à... Non, le premier à Rajbilet. Et le deuxième à Béchar. Le deuxième, c'est Béchar. Le deuxième, c'est un projet industriel secondaire. C'est aussi le traitement, mais ce n'est pas tout le traitement, parce que ça doit aller à Oran pour le traitement définitif. Mais pourquoi ils n'ont pas inauguré? Non, tout simplement, je viens de te dire... J'ai pas compris. C'était pas pareil. Ils n'ont pas terminé les travaux. Le chantier n'a pas été livré. Ils ont anticipé. Il n'y a pas eu de réception de ces deux projets. Il n'y a pas eu de réception. Donc, Tebboune, il a inauguré donc, le chemin de fer. Tout simplement. Mais l'activité principale, c'est l'inauguration de Rajbilet. Ça n'a pas été fait parce que il y a plein de mensonges et tout ça, c'était rih. Mais Ali, pourquoi ne pas avoir dit au peuple algérien, dommage, on vous avait promis d'inaugurer, etc., le projet historique, mais nous le ferons plus tard parce que ça n'a pas été livré. On n'a pas fini le travail. Ben oui, mais est-ce que le pouvoir algérien, un jour, a respecté le peuple algérien? Est-ce qu'il dit des vérités? Il est tout le temps dans la petite combine, dans les petits calculs, dans la manipulation. Et de bonne sortira grand s'il avait dit que finalement, on m'a menti. Mais il ne peut pas dire on m'a menti parce que son fils est dans l'affaire. Son fils est dans l'affaire. Et les Turcs, ils sont là. Il n'y a personne pour lui dire la tempête est finie, allez inaugurer maintenant. Non. Ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que ce n'est pas fini. Ce n'est pas livré. Malheureusement. Salah Dabouz, sur le même sujet. À ce que je sache, il y a une fonderie qui existe depuis l'époque coloniale à Oran. Une ancienne fonderie. Oui. Qui a été nationalisée, mais elle est là. C'est toujours la même fonderie qui était en panne. Ils ont essayé de la faire repartir. Mais c'est une petite fonderie qui ne peut pas, à elle seule, prendre Rajbilet comme source de... Et cette petite fonderie, malgré les deux projets de traitement primaire Abchar et à Rajbilet, c'est-à-dire le produit qui peut sortir de cette fonderie, c'est très dérisoire par rapport aux hiloula qu'ils font. Donc, ce projet peut être rentable si l'Algérie pouvait exporter
ce minerai vers les plus grands producteurs de fer et d'acier à travers le monde. En ce moment-là, ça peut être rentable, mais là, c'est du folklore. Moi, je pose la question suivante. On n'a pas pu construire un pays avec des hydrocarbures, vous pompez, vous vendez, vous faites rentrer des milliards de dollars. Et vous voulez faire construire une économie avec une mine que personne n'a pu faire bouger, y compris Boumdine, y compris parce que techniquement, ça coûte beaucoup plus cher c'est-à-dire que le produit que vous pouvez tirer de cette mine. Alors donc, je pense que ça fait partie des mensonges de Tebboune. Moi, je pense que Tebboune, pour nous, il produit des mensonges. Lui, il pense dire la vérité, sauf qu'il est con et il est débile et il est ignorant. C'est-à-dire, quand quelqu'un est ignorant et débile, il peut débiter n'importe quoi, pensant que ça peut être vrai. Par exemple, le jour où il dit ah, ça y est, dorénavant, mais cache place ça, il te coupe la main plus de 2 jours. Parce qu'il pensait dans sa tête qu'il suffit de dire ça. Il ne sait pas que pour dire ça, il faut toute une infrastructure, il faut toute une équipe gigantesque de gestionnaires, il faut des barrages, il faut de l'entretien, c'est-à-dire il faut un travail de peut-être plusieurs décennies pour pouvoir partir du point où l'on est aujourd'hui au point où on peut dire qu'on ne tolère plus qu'il y ait des coupures d'eau plus de 48 heures. Lui, il pense que parce qu'il occupe un poste de chef d'État, que s'il dit quelque chose, cette chose va être exécutée. Khatem Sidna Suleiman. Restez avec nous, Salah Dabouz. Nous arrivons à la fin de l'émission, nous avons même dépassé un petit peu. Je vais vous faire écouter le témoignage de la maman de Asma Rabbi Rahmaha, et vous aurez, mes chers amis, 1 minute chacun pour nous dire votre sentiment. Désolé de vous infliger ça. فيه ذرة إسلام، ذرة ينتمي إلى الإسلام، ما يقدرش حتى يهدر. واش صرا؟ بنتي غير دخلت من الباب، دخلها لهذا البيت وعجنها عجن عظيم من راسها. جيت نجري لبنتي قلت له مشي هكذا على طفلها بالعقل، قال لي وحنا نكملك معاه. خرجت نجري، دخلت في الكوزينه. انا قلت كيما العاده مال في يضربها ضرب شديد، قلت كيما مال في يضربها. حتى سمعت بنتي تقول له وتربطني علاه. جيت جايه عند الباب نص تغلق عليها، جايه نزيد نسمع شي تقول، مانيش عارف تقول هذا جن وحل الباب، صابني عند الباب قال لي هلا راكي جايه ونكملك. من بعد الكلمه الاخيره اللي بقات في وذني تاع بنتي، امي المدرعه، امي المدرعه. خرجت جري سميه معاويه، جريت ورحت للزنقه نضرب. يا ناس سلكوا لي. Allez, Djedi, en 1 minute, s'il vous plaît. C'est dégoûtant, mais elle me fait de la peine, mais rien ne la dédouane, parce qu'une maman, il doit défendre son enfant, même s'il s'expose au danger. Moi, j'estime, je suis dégoûté parce qu'elle se porte bien, et par contre, la fille, elle a été assassinée. Juste avant de terminer, je présente mes condoléances à la famille de Ahmed Ait Bachir. La levée des corps se fera à l'hôpital Salpêtrière le jeudi à 13h, et l'enterrement, son enterrement se fera à Cergy-Pontoise à 16h30. Je présente à la famille de Ahmed Ait Bachir mes condoléances les plus attestées. Moi aussi. Rabbi Yarhamou. Salah Dabouz, le mot de la fin, s'il vous plaît, en 1 minute. Moi, je pense qu'il y avait un cas de légitime défense manifeste, que l'entourage, y compris la maman, n'ont pas pu exploiter pour défendre cette fille. Dans la légitime défense, vous savez, tous les moyens sont bons. Malheureusement,
quand j'écoutais la maman, moi, j'étais à la place de la fille. Je m'imaginais, moi, les mains et les pieds liés et quelqu'un qui s'abattait sur moi pour me tabasser. C'est insupportable. Donc, je pense que... Il l'a assassiné à coups de fourche. Coup de fourche. Merci, Maître Salah Dabouz, merci, Lia Idjoudi, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Désolé de vous avoir infligé de telles scènes. Passez une bonne soirée. Merci, Salah. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.